Je m'appelle Anaïs Algan et je mesure 1,70 m, enfin avec talons. J'ai commencé à porter des talons parce que je me trouvais trop petite et c'est souvent, je pense, l'une des premières raisons qui pousse les femmes à se hisser ainsi au-dessus de leur hauteur naturelle. Mais il faut tout de même une certaine résistance à l'inconfort au départ pour accepter de quitter la rassurante terre ferme. Cependant, on ne peut pas nier qu'en changeant de taille, on change aussi de point de vue. Les autres nous regardent moins de haut, semble-t-il. Moins petite, moins jeune, plus femme. Vers 20 ans, lorsque j'enfilais des talons aiguilles, je m'appropriais encore en pleine transformation. Et je l'avoue, je m'amusais du fait de me transformer peu à peu en concept, la femme aux talons aiguilles. Jusque-là, ma réflexion n'allait pas plus loin. Je me sentais mieux, plus élégante, plus longiligne, en talons aiguilles. Je n'avais pas réfléchi encore au sens de cet accessoire, comme je vais le faire avec vous aujourd'hui. Si l'on s'appuie sur l'avant-propos de Diane Audy à l'ouvrage Talons et Tentations, se référant à l'exposition éponyme de Valérie Laforge au Musée de la Civilisation de Québec, la chaussure est une ambassadrice socio-culturelle dont il faut écouter le discours. Diane Audy explique que selon Valérie Laforge, la chaussure parle. Par ses formes, styles, couleurs et matériaux, la démarche qu'elle impose et le son, mot important ici, qu'elle produit, la chaussure envoie une multitude de messages qui témoignent de l'individualité et de l'identité. La chaussure révèle la personne qui la porte et la présente à l'autre. Il y a un ton quasi lévinassien ici. Donc style, forme et matériaux et son. Donc quel est le discours du talon aiguille ? Une chose est sûre, la femme agile qui arbore des talons aiguilles ne passe pas inaperçue. En faisant porter tout le poids de son corps sur ses tiges fines et pointues, elle suscite une forme d'admiration semblable à celle que provoquent les artistes de rue montés sur des échasses. En outre, le claquement sonore du talon enterre tout soupçon de discrétion. Quel est donc le message que véhicule le talon aiguille ? Quel message véhicule la femme ? Cette sournoise sirène essaie-t-elle, encore une fois, d'attirer l'homme, pauvre victime, dans les filets de sa sexualité débordante ? Dès lors, doit-on voir le talon aiguille dans sa forme pointue et phallique comme instrument de désorientation ? La femme a-t-elle aiguisé son talon pour se faire castratrice et émasculer ainsi un par un les individus de la jante masculine ? Ou ce bruit est-il au contraire pareil à celui du boulet traîné par le prisonnier, faisant résonner l'aveu d'une soumission persistante à la domination masculine ? La femme proie ralentit-elle son pas pour mieux se laisser rattraper par le prédateur sur ses talons ? Enfile-t-elle ses chaînes lorsqu'elle se chausse ? Mais peut-être y a-t-il là erreur d'aiguillage. La femme du XXIe siècle a quitté son aiguille à coudre pour se la mettre aux pieds. Haute couture oblige. La femme commence alors à défiler, c'est-à-dire qu'elle ôte le fil invisible qui empêchait auparavant son émancipation. Piquante, la femme au talon aiguille n'en demeure pas moins délicate. Elle reste cette équilibriste, au-dessus de laquelle plane toujours la menace d'une chute, d'une cheville qui se tord ou pire, d'un talon qui se casse. Forte et fragile à la fois, une nouvelle approche de la femme au talon aiguille est possible. Commence alors une étrange marche par laquelle elle sera peut-être en mesure de reconquérir sa féminité et sa liberté de l'exprimer. Et si l'aiguille pointait justement vers des chemins alternatifs ? Première alternative, l'aiguille pointerait vers une hypersexualité. La femme serait une femme fatale au sens premier du terme. Le talon caractérise à la fois l'accessoire et la personne qui le porte. Pour comprendre ce que le talon aiguille a de si exceptionnel, il convient donc de déchausser notre héroïne et d'analyser plus finement sa chaussure. Le dictionnaire culturel donne aussi le talon comme pièce rigide et saillante qui pose sur le sol et qui exauce le derrière d'une chaussure. Donc sous le cuir et quelques matériaux délicats se cache toujours une base commune, donc quelque chose de dur et même de saillant. L'aiguille du stiletto, le petit poignard en italien, est souvent faite dans un matériau dur, métallique. Si l'aiguille a pour origine le mot latin acucula, d'où vient aussi l'aigu, acutus, eh bien c'est parce qu'elle est ce qui pique, perce. Le grave peut faire trembler, mais seul l'aigu peut percer un tympan. Donc, de ce fait, le talon aiguille semble bien avoir pour contraire le chausson molletonné, qui glisse sans bruit et sans laisser de traces sur le parquet. Alors que le talon aiguille, lui, peut percer, claquer, rayer. De plus, contrairement à la chaussure compensée,
par laquelle le corps est simplement rehaussé, le talon aiguille œuvre sur l'ensemble de la silhouette. Il exauce le derrière de la chaussure et agit ainsi sur la position du bassin. Ce dernier se balance, ondule, et la femme avance telle une sirène des mers, dans une démarche envoûtante. Donc montée sur aiguille, la femme aguiche. Aussi peut-on voir l'aiguille comme ce qui aiguille et oriente vers une sexualité débordante. Regardez-moi, ce serait le message du claquement sonore du talon. L'homme, victime de la sournoise sirène des temps modernes, ne pourrait donc fuir cet objet de désir qu'en fermant les yeux et se bouchant les oreilles. Le bruit du talon serait un appel sensuel, suivant l'expression de Catherine Tourmalin dans son article de l'Ethnologie française, des chaussures, des talons et des femmes. Pareil à la menthe religieuse, la femme attire le mâle altocalciphile, c'est-à-dire qui éprouve un amour de la chaussure haute. Son aiguille aiguise, attise, avive son désir irrépressible. Et clac, par son arme pointue et phallique, elle tranche, émascule et castre. Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, compare ainsi sa femme à son chat, dont le regard coupe et fend comme un dard. La femme serait par essence prédatrice, féline. Toutefois, s'il l'entend venir, comment se fait-il que l'homme se laisse prendre au piège? N'oublie-t-on pas le caractère contraignant du talon aiguille qui force la femme à ralentir son pas? D'après moi, la scène parfaite pour illustrer notre transition entre l'arme talon aiguille et l'arme boulette prisonnier, eh bien, c'est la poursuite d'Alice par la Catwoman Irena dans un film de 1942 de Jacques Tourneur, La Féline. Jalouse, Irena poursuit en fait la femme dont son mari est en train de tomber petit à petit amoureux. Et au départ de la scène, les talons hauts des deux femmes frappent le pavé de façon sonore. Puis, progressivement, le son des talons d'Irena cesse, laissant place à un silence inquiétant et quelques grondements de fauve. Alice, donc la non-féline, s'empresse et l'accélération de ses talons trahit sa détresse tout en freinant sa course. Elle enchaîne les petits pas et heureusement se trouve sauvée in extremis par le passage d'un bus. Par ailleurs, même s'il est dans cette œuvre davantage question du visage que du pied, on peut aussi penser à ces quelques lignes d'Emmanuel Lévinas dans Totalité et Infini sur l'habitation et le féminin. Ces allées et venues silencieuses de l'être féminin, qui fait résonner de ses pas les épaisseurs secrètes de l'être, n'est pas le trouble mystère de la présence animale et féline dont Baudelaire se plaît à évoquer l'étrange ambiguïté. Le féminin n'est pas le félin, mais le foyer. La femme renverrait ainsi à l'intériorité de la maison, raison pour laquelle elle serait par essence fragile, hors de son habitation. Le talon aiguille semble ainsi la maintenir dans un état de soumission irréductible. Donc, nouvel aiguillage, seconde alternative, le talon aiguille comme entrave volontaire. La femme est une proie destinée à servir le désir masculin. Et si le talon aiguille avantage sa silhouette, il la soumet aussi à la lenteur. Et c'est ce que pensent beaucoup de femmes d'aujourd'hui. Pourquoi me contraindre avec des instruments de torture alors que mon quotidien m'impose de courir jusqu'au bus le matin, de porter les courses, etc. Et en outre, la science et la médecine leur donnent raison. Lésions orthopédiques, hallux valgus, corps, tendinite. Voilà autant de maux causés par ces chaussures torture et notamment en raison de ce déplacement du centre de gravité vers l'avant. On parle aussi de déstabilisation au niveau de la cheville et bien sûr de rétractation de ce fameux tendon d'Achille qui est alors sous-utilisé. En d'autres termes, notre faiblesse, notre talon d'Achille, eh bien c'est notre talon aiguille. De plus, avec des talons aiguilles, la plupart des terrains deviennent dangereux. Pelouse, gravillon, grille. Et c'est justement le début d'une petite comédie romantique à succès de 2011 où Jennifer Lopez se retrouve elle aussi sauvée in extremis par son prince alors qu'elle avait malencontreusement coincé son talon dans une grille en plein milieu de la route et que bien sûr la pauvre petite femme frivole n'a ni la force d'arracher son talon de la grille ni l'esprit suffisamment vif pour décider d'abandonner sa précieuse chaussure et ainsi sauver sa propre vie. Moralité, heureusement que les princes charmants sont là. Mais alors, si les talons sont un tel instrument de torture, pourquoi les femmes émancipées qui se risquent hors du foyer continuent-elles de les porter? Catherine Tourmalin s'interroge. Comment, tandis que le corps n'a jamais suscité autant d'attention, de soins, de médecine préventive, peut-on encore se chausser d'artefacts qui l'empêchent de remplir au mieux ses fonctions essentielles? Pourquoi donc la femme moderne qui travaille, qui dispose d'un compte en banque, qui peut choisir de ne pas cantonner sa sexualité à la seule mission reproductive, pourquoi continue-t-elle de porter des talons hauts?
Une partie de la réponse est peut-être à rechercher du côté de la mode et de la haute couture. La femme du XXIe siècle a lâché son aiguille à coudre pour se la mettre aux pieds. Elle quitte la maison pour les podiums que sont aussi les rues. L'aiguille a perdu son chat. Encore lui, me direz-vous, mais là c'est le chat avec un S. Donc vous savez, c'est ce petit trou par où passait le fil de l'aiguille. Et si c'était justement ce petit trou qui rendait la femme vulnérable? Donc comme je l'annonçais au départ, avec ses talons, la femme défile, c'est-à-dire qu'elle ôte le fil par lequel l'homme guidait auparavant toute sa sexualité. Est-ce ainsi le retour de la femme piquante et masculatrice? Certes, la femme aux talons aiguilles affirme sa féminité, mais avec délicatesse. Défiler, c'est bien sûr exhiber en marchant des atours de mode, mais c'est aussi marcher en files nombreuses pour revendiquer. On songe alors à Walk a Mile in Her Shoes, une marche où des hommes défilent en talons hauts pour récolter des fonds qui seront ensuite reversés à un organisme qui lutte contre les violences faites aux femmes. Donc on peut dire que le talon aiguille prend ainsi une symbolique semblable à celle du rose au mois d'octobre. Marchons ainsi vers une troisième et dernière alternative, le talon aiguille, symbole d'une féminité conquérante et plurielle. Donc jusque-là, il semble y avoir eu erreur d'aiguillage. L'aiguille n'est pas un instrument tranchant par lequel le féminin, donc l'aigu, s'accaparait un pouvoir masculin et viril. L'aiguille oriente car elle offre des alternatives, d'autres voies permettant d'explorer sa féminité. En cela, on peut bel et bien parler d'aiguillage, en ce qu'il s'agit de l'action d'orienter, que ce soit des idées, des phénomènes ou des personnes. Et si la volonté des femmes s'aiguise, c'est en devenant pénétrante et subtile. C'est la raison pour laquelle Catherine Tourmalin parle d'une féminité conquérante révélée. La femme peut jouer avec les codes de son genre et développer une nouvelle expression de sa féminité. Elle peut se faire plurielle, avec un S, c'est-à-dire présenter à autrui divers aspects de son être à travers ses vêtements et chaussures. Les talons féminisent les emprunts dans la garde-robe masculine et la neutralité du vestiaire unisexe, rétablissant par leur seule présence le dysmorphisme vestimentaire sexuel, écrit-elle. La femme porte des talons parce qu'elle le veut bien, parce qu'elle peut ainsi varier le discours tenu par ses chaussures, qui parlent, rappelons-le. En outre, Catherine Tourmalin rappelle que le talon aiguille n'a jamais été, sur le plan sociologique, un outil clairement utilisé par les hommes pour asseoir leur domination. Ce consentement, de porter des talons, dit-elle, relève d'une autocontrainte, le port de talons hauts ne faisant pas l'objet d'obligations réglementaires ou de dispositions légales, comme ce fut le cas pour le port de la jupe ou de la robe à certaines époques. Donc le port du talon aiguille demeure ainsi, aujourd'hui plus que jamais, et ce même avec la conscience des dangers que cela peut provoquer sur la santé à long terme, une contrainte qui est choisie, assumée, volontaire. Et c'est ce qui permet à Catherine Tourmalin d'écrire « Ni victime ni militante, elles, donc les femmes aux talons aiguilles, s'apparentent plutôt à des stratèges qui, sur un mode léger voire ludique, utilisent au moment où ils ou elles l'ont décidé et en fonction de leur projet, l'outil qui les servira le mieux et qui en assume les contraintes, tout en cherchant à les diminuer. » Aussi, dans son livre autobiographique « Running with Stilettos, Living a Balanced Life in Dangerous Shoes », donc littéralement courir avec des talons aiguilles, vivre une vie équilibrée dans des chaussures dangereuses, Mary T. Wagner intitule-t-elle justement l'un de ses chapitres « Of Shoes and Strategy ». Et elle y explique l'ambivalence de ces chaussures qu'elle appelle « Death on a Staircase », donc mort sur l'escalier, ou « Death Defying Shoes », les chaussures qui défient la mort, mais qui rendent aussi celles qui la portent, les portent « Armed and Dangerous », armées et dangereuses. Elle explique notamment en quoi celle-ci lui donne de la prestance dans une cour de justice, notre autrice étant avocate, tout en la forçant à prendre l'ascenseur. Donc, bien sûr, nous, les amatrices et amateurs de talons, choisissons toujours un savant compromis entre esthétique et confort, même si c'est souvent l'esthétique qui l'emporte, permettant à notre sociologue d'écrire « Le handicap à la marche est perçu, à tort ou à raison, comme un avantage social qui, loin d'être combattu, est entretenu, revendiqué, incorporé. » Autrement dit, l'adage « Il faut souffrir pour être belle » a encore de beaux jours devant lui. De plus, comme le rappelle Catherine Tourmalin, la pratique des talons traverse les générations. Et même plus que cela, elle contribue à l'émancipation et par définition à l'affranchissement de l'autorité, qu'elle soit paternelle, maritale ou masculine.
Le talon haut accompagne la jeune fille qui devient femme, comme Marguerite Duras qui passe des pieds nus ou sandales de toile à cette fameuse paire de talons hauts en lame et or dans la main. Je vais au lycée en chaussures du soir ornées de petits motifs en strass, c'est ma volonté. Je ne me supporte qu'avec cette paire de chaussures-là, et encore maintenant, je me veux comme ça. Ces talons hauts sont les premiers de ma vie, ils sont beaux, ils ont éclipsé toutes les chaussures qui les ont précédés, celles pour courir et jouer, plates de toile blanche. Vocabulaire riche de sens ici. La jeune fille se veut comme ça. Elle sait qu'elle ne pourra plus courir, mais qu'importe, puisque sa volonté est désormais de défiler. D'autre part, le talon aiguille accompagne aussi la mère qui veut redevenir femme, comme Mary T. Wagner, dont nous avons parlé plus tôt, qui renoue avec sa féminité et arbore ainsi un accessoire qui suscite certes la jalousie, mais aussi souvent la complicité des autres femmes. C'est ce quelque chose de difficile à définir qui pousse les femmes à l'extériorisation d'un compliment irrépressible, et ce, même au beau milieu d'une conversation sérieuse. « I love your shoes » « J'adore vos chaussures ». Et moi-même, j'en ai fait l'expérience. En outre, si la pratique du talon haut traverse les générations, c'est aussi parce qu'il est un symbole de la nouvelle culture, queer notamment. En effet, quoi de plus haut qu'un talon de drag queen ? Et si le prince du XXIe siècle lui-même, qui assume enfin sa part de féminité pour assurer son équilibre sexuel interne, enfilait à son tour une pantoufle d'or, de verre VAIR ou de verre VE2RE. Voilà encore d'autres débats. Certes, il faudra consentir à porter de temps en temps des baskets pour ne pas souffrir de trop nombreux maux physiques. Sur ce point, on se souvient de la scène emblématique du film récent Barbie, où Margot Robbie se déchausse et où la forme de sa chaussure s'est comme imprimée sur son pied, comme si la chaussure avait bien été incorporée. Bien sûr, il y a là une critique de l'illogisme de la chaussure à talons pour le pied humain, qu'il soit par ailleurs masculin ou féminin, puisque seule Barbie est faite pour. Mais il n'est pas non plus anodin de noter que lorsqu'elle commence à douter du sens qu'elle accorde à sa propre existence, eh bien, Barbie elle-même retombe lourdement sur la plante de ses pieds. Quoi qu'il en soit, le talon aiguille, à l'image du chausson ou de la pointe de danseuse classique, semble être l'illustration parfaite d'une attitude conquérante parce que contraignante. Comme le disait Catulle, la victoire aime l'effort. Donc lorsque j'enfile mes talons, je me tiens droite et j'imagine qu'un fil invisible traverse mon corps pour le redresser. Ce fil ne fait pas de moi une marionnette. Au contraire, il est une force qui me fait gagner en assurance en agissant sur ma posture. Il me tire littéralement vers le haut. En revanche, c'est à moi qu'il revient d'avancer, de choisir ma direction, ma façon de me présenter à l'autre et bien sûr aussi de m'émanciper de toutes les formes d'autorité qui seraient susceptibles d'entraver ma liberté. Attention dès lors aux erreurs d'aiguillage. C'est parti, je ne marche plus, je défile.